Tu viens de rentrer en prépa et tu te demandes comment t'organiser, comment travailler efficacement pour pouvoir progresser en maths, en physique. Dans cette vidéo, je te présente une méthode complète de A à Z que j'ai mise en place durant ma propre prépa et que j'ai ensuite partagée à beaucoup d'élèves. Cette vidéo va s'articuler autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est la vie en prépa en général, c'est-à-dire comment organiser sa vie en dehors des cours. Le deuxième consiste en une méthode de travail très précise sur la manière de réussir en sciences, c'est-à-dire en maths, en physique, qui est aussi applicable à la chimie, à la SI et à l'info. Et la dernière partie, on va voir comment s'organiser, comment planifier ton travail et comment être productif pour rentabiliser au maximum tes sessions de travail. Vie en prépa. Alors j'ai commencé par ça parce que la prépa, on pense souvent aux cours, aux révisions, on a souvent envie d'être productif, de devenir meilleur en maths, de faire un maximum d'exercices. Mais il ne faut pas oublier que avant tout, il faut être en forme, être bien reposé pour pouvoir attaquer ces 2 longues années, voire 3 éventuellement. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est du sommeil. Alors ça paraît vraiment évident, tout le monde commence par vous parler du sommeil en vous disant c'est super important de bien dormir. Et après, une fois que vous êtes en prépa, vous dites en fait, c'est totalement faux, tout le monde autour de moi passe ses nuits à faire un DM, tout le monde autour de moi a l'air épuisé, a l'air super fatigué, donc peut-être que c'est pas si vrai que ça. Et on a l'impression très souvent, moi en tout cas j'avais cette impression quand j'étais en prépa, qu'il fallait toujours que j'en fasse plus, que je me couche tard parce que mes camarades se couchaient tard et que si je me couchais pas tard aussi, ça voulait dire que j'étais pas à fond et que je travaillais pas assez. Je t'arrête tout de suite, je pense que c'est totalement faux. Le sommeil c'est ultra important pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'on peut vite tomber dans un cercle vicieux. Ça t'est peut-être déjà arrivé quand t'étais en terminale. Imagine, t'as un DM à rendre pour le lendemain et tu l'as pas vraiment fini. Donc tu vas te coucher très tard pour finir ton travail. Et donc le lendemain, tu vas être très fatigué. Tu vas moins suivre pendant les cours, donc tu vas avoir besoin de plus de rappels pour apprendre ton cours après. Et le soir, quand tu vas rentrer travailler chez toi, tu vas avancer beaucoup moins vite dans tes révisions parce que tout simplement, tu es très fatigué. Et donc, tu vas te coucher tard, etc., etc. Ça, c'est ce que j'appelle le cercle vicieux du sommeil et je pense que n'importe quel étudiant est déjà tombé dedans à plein de reprises. Et il faut absolument casser ce cercle vicieux à un moment-là. Et pour moi, la seule manière de le casser à un moment, c'est de se dire, il suffit de pas travailler autant. Il suffit de renoncer à finir son DM ou de pas apprendre si bien que ça son cours pour profiter d'une bonne nuit de sommeil et le lendemain de repartir sur une bonne base. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de sommeil? Pourquoi est-ce que je vous embête avec ça au début de cette vidéo? La première raison, c'est que vous avez besoin d'énergie pour être en forme. Ça, c'est physiologique, vous y pouvez rien. Si vous avez dormi 5 heures et si vous dormez 5 heures par nuit régulièrement, vous allez être plus fatigué en général. Donc vous allez être peut-être moins concentré, moins attentif. Et donc, forcément, vous allez moins apprendre durant votre prépa. Et on sait bien que pendant la prépa, vous allez avoir beaucoup d'heures de cours. Vous allez avoir des journées très chargées entre les cours, les TD et l'école. Donc c'est important pour vous d'être en forme pour pouvoir assimiler le maximum d'informations lorsque vous êtes en cours. Le deuxième point qu'on a souvent tendance à négliger, c'est que le cerveau a besoin de repos pour apprendre. En fait, pendant que vous dormez, non seulement votre corps se repose, mais en plus votre cerveau, il prend le temps de processer toutes les informations qu'il a eues pendant la journée, de les trier, de dire ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Et donc ça, c'est un temps qui est absolument nécessaire à l'apprentissage. Et j'insiste bien dessus parce que très souvent, on montre une opposition forte entre le sommeil et le temps éveillé où on travaille. En fait, ça va de pair. Si vous travaillez énormément mais que vous vous reposez pas assez, que vous dormez pas assez, vous allez avoir une mémorisation qui est moins efficace. Vous allez moins retenir les théorèmes, vous allez moins réussir à appliquer les méthodes que vous avez vues en cours, et donc c'est important que vous dormiez bien. Donc, premier conseil, le plus important pour moi, c'est ne lésinez jamais sur le sommeil. Ne vous laissez vraiment pas embarquer dans ce cercle vicieux que je vous ai montré tout à l'heure, parce que vous verrez que vous en aurez besoin sur le long terme. Troisième point sur la vie en prépa, et ça va un peu avec, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi un besoin physiologique, et souvent quand on est en prépa, parfois c'est la première fois que vous vivez hors de chez vos parents. C'est aussi des journées qui sont très intenses, c'est en général pas le moment où on devient un vrai chef cuistot, mais pourtant on a besoin d'une bonne alimentation relativement équilibrée dans la mesure du possible pour pouvoir être en forme. C'est toujours la même chose. Évidemment, on est tenté de manger que des pâtes ou que des sucreries. C'est facile et c'est assez simple d'y accéder, mais ça risque de vous faire défaut sur le long terme parce que, en vérité, votre corps, votre cerveau, il a besoin d'une alimentation équilibrée. Il faut aussi penser à bien vous hydrater dans la journée, donc à prendre une gourde, etc. Dernière
chose dans la partie la vie en prépa, c'est la santé en général, et là j'ai accentué ça en particulier sur la santé mentale. Alors pour la santé en général, c'est évident que si vous avez le moindre problème en prépa, il faut aller vous faire soigner très rapidement. Alors parfois on se dit ça va, je vais pouvoir tenir cette journée, parce qu'on a vraiment le sentiment quand on est en prépa que rater une journée de cours c'est terrible. Et c'est vrai, parce que quand on rate une journée de cours, on prend déjà beaucoup de retard parce qu'on a une charge de travail importante, mais c'est aussi la raison pour laquelle si vous avez le moindre problème de santé, le moindre chose qui vous gêne, il faut que vous alliez consulter rapidement afin d'éliminer ce problème et que ça vous gêne plus pour la suite de la prépa. Parce que si on laisse un petit problème s'accumuler, ça peut devenir un gros problème juste avant votre concours, et ça, vous avez vraiment pas envie. Ensuite, pour l'aspect santé mentale, c'est aussi des choses qu'on oublie souvent avec le sommeil, mais c'est ultra important de prendre soin de sa santé mentale en prépa. C'est un milieu qui peut être assez compétitif, donc il y a des gens qui adorent cette compétition, qui sentent qu'ils sont vraiment poussés et ça les aide beaucoup. Il y a des gens qui aiment un peu moins ça. Et de manière générale, il faut essayer de garder dans la mesure du possible un bon équilibre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire un bon équilibre de vie ? Ça veut dire que vous devez continuer à avoir des activités relativement variées à côté des cours. Évidemment, je vous dis pas qu'il faut continuer à faire du sport en compétition ou à vous donner n'importe quel autre challenge que la prépa, mais il faut quand même essayer au maximum de s'écouter un peu. La première chose importante, c'est de s'accorder du temps libre. C'est ultra important. Évidemment, après, je vais vous parler d'une méthode de travail, je vais vous parler de comment vous organiser, de comment remplir votre emploi du temps, mais tout ça, ça commence par avoir un peu de temps libre pour déconnecter, et c'est un peu la même chose que pour le sommeil. C'est que votre corps, votre esprit, il a besoin de ce temps de déconnexion pour pouvoir être plus performant après sur les révisions. Continuez aussi à avoir des amis ou votre famille. La plupart d'entre nous, on a besoin de conserver des interactions sociales. Je vois, pour moi, c'était très important en prépa de continuer à avoir des amis parce que ça permettait de m'évader un peu du quotidien de la prépa, mais aussi parce que j'aimais bien voir des amis en général. Et donc, ça, c'est aussi important de conserver ces liens pour vous. C'est pas superflu du tout et ça s'oppose pas du tout à l'apprentissage, vous avez besoin de ça pour pouvoir être bien après en prépa. Je vous conseille aussi également de continuer une passion si vous en avez, que ce soit de l'art, du sport, de la musique ou peu importe. C'est bien de garder un peu de temps pour votre passion parce qu'en général c'est un moment de détente dans lequel vous arrivez à déconnecter facilement de la prépa et qui vous fait aussi plaisir. Donc évidemment, encore une fois, je vous l'ai dit, le but c'est pas de se fixer de nouveaux challenges, notamment si vous faites du sport, c'est pas le moment de faire du sport en compétition avec encore plus de pression, de stress que vous en avez déjà en prépa, mais c'est une bonne chose de continuer à pratiquer pour vous détendre un peu, pour couper de la prépa. Dernier point important, alors ça concerne pas tout le monde, mais c'est aussi une période qui va être assez stressante en général. Tout le monde ne résiste pas de la même manière au stress, ça c'est sûr. Chacun stresse à des moments différents, il y en a pour lesquels le stress est plus ou moins positif. Mais de manière générale, je pense que c'est bien dès le début de la prépa de vous demander comment est-ce qu'on peut gérer son stress. Ça va être différent pour chacun. Essayez de voir comment gérer vos stress à la fois dans la vie de tous les jours, parce que vous allez voir, la vie en prépa est assez chargée, mais également dans les périodes d'échéance ou dans les périodes de DS, de colle, etc., qui sont des moments qui sont en général un peu plus stressants. Et ça va être super important pour vous parce que quand vous allez arriver au concours, si vous avez déjà une bonne gestion de votre stress, de vos capacités, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus performant. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, comment réussir les maths et la physique. C'est ça qui vous intéresse en général, vous voulez qu'on vous donne une méthode de travail directe qui, si vous l'appliquez bien, va vous permettre d'intégrer la meilleure école dans à peu près 1 an et demi. Malheureusement, cette méthode de travail, c'est pas la même pour tout le monde, il faut bien comprendre que je vais vous donner des petites bases, mais c'est ensuite à vous d'adapter en fonction de vos besoins, de vos capacités et aussi de votre manière d'apprendre. Je sais pas si vous avez déjà vu ce schéma quelque part, c'est en fait ce qu'on appelle la loi de Pareto. En fait, la loi de Pareto c'est un économiste, et il disait, en gros, que si je voulais avoir un bon résultat à 80%, il suffisait de mettre à peu près 20% d'efforts. Et qu'avec 20% d'efforts, j'allais avoir un résultat à peu près de 80%, donc qui est assez satisfaisant. Et si par contre je voulais atteindre la perfection, si je veux vraiment arriver à un résultat de 100%, bien dans ces cas-là, il faut mettre 80% d'efforts en plus. Donc c'est l'idée en fait qu'il y a des choses à prioriser dans la vie. Il faut mettre votre énergie au bon endroit pour réussir à avoir le maximum de résultats, à maximiser les résultats avec le minimum d'efforts possible. Et donc, le but en prépa pour vous, c'est de trouver ces leviers-là qui vont vous permettre, avec une certaine quantité d'efforts, qui est limitée parce que votre temps est limité, que votre énergie est limitée,
Et cette quantité limitée d'efforts doit vous permettre d'arriver à la majorité des résultats. Alors ça peut être trouver les matières qui vous permettent de gagner beaucoup de points, ça peut être trouver la manière de travailler qui est efficace pour vous, et c'est tout à fait normal, c'est assez frustrant, mais en prépa, vous n'aurez pas le temps de tout comprendre à 200%. Alors ça paraît un peu contre-intuitif comme ça, parce que vous avez besoin d'arriver à fond au concours, mais on n'a pas besoin de tout comprendre à 200%. Il faut comprendre la majorité des choses qui va vous permettre d'avoir des bonnes notes au concours. Et si vous comprenez pas le fond en profondeur, le petit détail de votre cours, en vrai, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que j'appelle la pyramide de la prépa. Alors, cherchez pas ce truc sur Google, c'est vraiment un concept que j'ai inventé complètement, mais je trouve que c'est assez parlant pour les prépas. Pour moi, la pyramide de la prépa, elle résume à peu près une manière de travailler qui va être correcte en matière scientifique et qui va vous permettre de hiérarchiser justement entre les différentes manières de travailler pour respecter la loi de Pareto dont je vous ai parlé, c'est-à-dire pour essayer de maximiser vos résultats en DS, en colle et en concours. Donc, elle est constituée de 5 niveaux différents. Tout d'abord, ce que j'appelle la technique, qui est vraiment fondamentale et à la base de tout. Pour moi, la technique, c'est le fait de pouvoir calculer vite et sans faire d'erreur, à la fois en maths et en physique, c'est-à-dire des dérivés, des intégrales, des équations différentielles et tout ce genre de petits trucs qui vont revenir dans toutes les matières scientifiques. Deuxième étage de la pyramide, c'est le cours. Donc ça, vraiment, les profs vont suffisamment vous parler de ça, je pense, pendant votre année. Le but du cours, c'est de connaître les formules, les théorèmes, les concepts, de pouvoir bien les expliquer, de les appliquer dans une situation simple et dans une situation plus complexe. Ensuite, troisième étage, on a ce que j'appelle les applications directes de cours. Les applications directes de cours, c'est simplement le fait d'appliquer une partie du cours à un exemple précis. En général, c'est ce qui va être des exemples dans les cours de vos profs ou les tout premiers exercices des TD. Des trucs super classiques où il n'y a pas beaucoup d'étapes de résolution, mais qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir les repérer après. Et ensuite, les deux derniers étages vont être les exercices un peu plus poussés. Donc par exemple des exercices d'oraux ou des exercices adaptés de sujets de concours. Et dernière étape, les sujets de concours. Donc là vraiment un sujet écrit ou oral de A à Z. Où là en fait la difficulté ça va être que vous allez avoir un problème assez complexe qui va parfois nécessiter plusieurs chapitres ensemble. Voilà cette petite pyramide. Donc on va voir ensemble point par point comment travailler sur chacun des étages. Premier étage, je vous ai parlé de la technique, donc je vous ai dit c'est calculer vite et sans faire d'erreur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Parce que on l'oublie souvent, mais les concours c'est aussi une épreuve de précision et de rapidité. Une personne qui calcule vite, qui calcule bien, qui fait pas d'erreur, eh bien elle va être plus rapide, elle va faire plus de questions et elle aura plus de points. Au contraire, si tu es en DS et que tu es bloqué sur une question, alors que tu vois la méthode pour y arriver, mais tu fais le calcul, ça te donne pas ce que tu veux, tu le refais une deuxième fois, t'es pas sûr de ce que t'as écrit, bon, finalement t'abandonnes un peu, mais là tu vois que ça va vraiment te freiner énormément dans ton avancée des DS. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit fluide pour vous, et pour ça, je pense que la meilleure technique, c'est d'en faire un peu tous les jours. Personnellement, j'en faisais 15-20 minutes par jour, tous les jours, je prenais des primitives, des dérivés, des déterminants, des équadifs, et je les faisais tout simplement pour commencer ma journée. Et je pense que ça m'a permis d'être plus à l'aise en DS après, d'être plus rapide, et de jamais être bloquée si j'avais une idée par l'aspect technique des choses. Et ça, c'est des choses qu'on voit très bien. Je vois en colle, je vois directement les élèves qui, dès qu'ils ont une idée, ils arrivent à la mettre en pratique, et les élèves qui bloquent parce qu'ils ont une idée, mais ils savent pas trop comment la résoudre. Donc vraiment, je pense que c'est la base. Il faut mettre un peu d'effort là-dessus. Pas trop, évidemment, mais je pense qu'il faut mettre un peu d'effort là-dessus pour que ça soit fluide pour vous. Deuxième point, super important, c'est le cours. Je pense que c'est ce que vous allez le plus entendre durant votre scolarité en prépa. Tous les profs, les colleurs, etc. Ils vont tous vous dire « apprenez votre cours ». Ils vont tous vous dire « tu connais pas assez ton cours », etc. Pourquoi ? Parce que vous êtes très tenté en prépa de grimper les étages de la pyramide que je vous ai montré et donc de faire beaucoup d'exercices, beaucoup de sujets et parfois vous oubliez un peu qu'il faut avoir de bonnes bases. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bien connaître son cours ? Ça veut dire comprendre, connaître les théorèmes, être capable de réciter les formules et être capable, dans une moindre mesure, de comprendre les articulations entre les différents théorèmes et formules qu'on va avoir. Première chose, et ça fait le lien avec ce dont je vous ai parlé au début, c'est qu'il faut être attentif pendant le cours. Plus vous allez être attentif pendant le cours, plus vous allez être concentré, plus vous allez être impliqué aussi en posant des questions, plus vous allez retenir le cours.
Et il ne faut pas perdre de vue qu'en prépa, votre temps de travail est limité, votre énergie est limitée. Donc plus vous apprenez de choses durant la journée, durant les cours et les TD, moins vous avez à en faire le soir. Personnellement, j'aimais bien noter mon cours moi-même, noter d'une couleur différente les définitions, les formules, les théorèmes, les exemples, pour pouvoir commencer à hiérarchiser un peu les informations. Donc ça, c'est ultra important, je pense que ça aide beaucoup. Ensuite, quelque chose qui aide beaucoup également, c'est de faire une fiche avec uniquement les choses essentielles. J'insiste bien sur le uniquement les choses essentielles parce qu'en prépa, vous allez avoir des cours de 40 pages. Et très souvent, quand vous commencez à faire vos premières fiches en début de sup, vous écrivez pratiquement tout le cours dessus. Pour moi, la fiche parfaite en cours, et je vous en reparlerai certainement, c'est une fiche avec uniquement les formules essentielles, les définitions essentielles et rien de plus. En fait, c'est ce qui doit vous permettre, si vous l'avez à côté, de faire n'importe quel exercice du chapitre, même si vous avez un peu oublié les choses. Donc c'est un peu comme ça que je vois ça, donc personnellement, mes fiches pour un chapitre, elles dépassaient jamais 3 pages à 4. Je pense que c'est largement suffisant. Si vous avez une fiche qui fait plus que ça, c'est certainement que vous avez mis des informations qui ne sont pas essentielles. Dernière chose qui est utile pour bien vérifier qu'on connaît son cours, c'est tout simplement d'essayer de le refaire. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, l'idée c'est que dans l'apprentissage, une notion qui est bien maîtrisée, ça va être une notion qu'on arrive à expliquer à d'autres. Alors vous n'êtes pas obligé de l'expliquer à vos camarades, mais si vous arrivez à fermer votre cahier, votre livre, votre classeur, peu importe, et à refaire le cours vous-même, soit en parlant, soit en s'aidant d'une feuille, ça veut dire que vous allez avoir compris les choses. Et ça, c'est super important. L'idée générale, c'est qu'il ne suffit pas d'être capable de recracher une formule ou un théorème si on vous le demande. Il faut être capable de comprendre suffisamment le cours pour expliquer les liens entre les différentes formules, les différents théorèmes et les différents concepts. Parce que quand vous allez être en DS, on ne va pas vous dire « utilise cette formule pour ceci, cela ». On va vous dire « montrer que machin, machin ». Et donc si vous ne connaissez pas du tout tous les liens entre les parties de votre cours, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'il faut appliquer à quel endroit. Et ça, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Feynman. Feynman, c'est un très grand physicien et c'était aussi un excellent pédagogue. Et donc, il disait à ses étudiants que pour apprendre leur cours ou pour apprendre n'importe quel concept, la meilleure manière, c'était de l'enseigner ou du moins de faire semblant de l'enseigner avec des mots assez simples. Voilà pour le cours. On passe maintenant à ce que j'appelle les applications directes du cours. Pour moi, les applications directes du cours, c'est le fait d'appliquer un théorème, une formule, une seule chose de manière directe à un exemple qui va vous permettre de résoudre. Donc, par exemple, vous avez certainement vu, ou sinon vous allez le voir bientôt, des exemples en physique avec tout ce qui est circuit RC, circuit RL. En maths, on peut penser également à la somme des premiers carrés, qui est un exemple classique de démonstration par récurrence. Et ça, pour moi, c'est vraiment au cœur de l'apprentissage en prépa. Encore une fois, vous avez tendance à vouloir faire beaucoup d'exercices, à vouloir faire des exercices super compliqués, alors que la base, elle est dans les applications directes du cours. Parce que n'importe quel sujet de DS, de colle, de concours, même à l'X ou à l'ENS, il est d'abord constitué de petites briques élémentaires qui sont tout ce que vous avez vu en cours sur ces applications simples, ces exemples simples. Et pour ça, la seule chose qui va vous aider, c'est la répétition. La répétition, c'est quelque chose d'ultra important dans l'apprentissage. On le dit souvent aux profs, on dit la pédagogie, c'est beaucoup de répétition. C'est la même chose si vous voulez apprendre. L'apprentissage, c'est énormément de répétition. Et c'est pas parce que vous êtes en prépa, que vous avez une montagne de choses à faire, que vous avez une montagne d'exercices dans votre bouquin, que ça s'applique pas. Au contraire, essayez d'appliquer la répétition au maximum. Donc là, je vous montre par exemple la courbe d'un psychologue qui s'appelle Ebbinghaus, et c'est lui qui a théorisé cette idée de répétition espacée. Et du coup, son idée, c'est que il faut faire des piqûres de rappel régulièrement pour vérifier qu'on connaît bien afin de ne pas oublier. Donc là, vous voyez en noir, c'est la courbe de l'oubli, c'est ce qui se passe si jamais on fait aucune répétition. Et en vert, c'est la courbe de votre apprentissage, de votre mémorisation si jamais vous faites des rappels réguliers. Et ces rappels réguliers, il faut penser à les mettre en place dès la sup pour pouvoir au maximum vous souvenir de vos théorèmes. Parce que je vous rappelle que en prépa, le but c'est pas d'avoir des bonnes notes au DS, c'est d'avoir des bonnes notes au concours. Et donc si vous apprenez un chapitre mais que vous l'avez oublié plus tard et que vous l'oubliez le jour de votre concours, ça vous sert pas à grand chose. Donc commencez à mettre en place cette méthode et pensez bien que la répétition ça va énormément vous aider. Avant-dernier étage de la pyramide, les exercices plus complexes. Donc ça pour moi les exercices plus complexes c'est ce que vous avez en TD en fait. La démarche elle est un peu plus sophistiqué, moins direct que les applications de cours, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours quel chemin prendre. Et il y a aussi des exercices classiques dans ces exercices plus complexes qui vont tomber souvent, que vous allez revoir à différentes épreuves de concours. Donc ça, je pense que j'en reparlerai sur ma chaîne des exercices classiques et je pense même qu'on en corrigera ensemble.
L'idée de tous ces exercices, c'est un peu la même chose. J'ai un message qui est assez uniforme, c'est qu'il ne faut pas spécialement en faire trop. Vous allez plus apprendre d'un exercice si vous le comprenez à fond, et que si vous n'avez pas réussi à le faire du premier coup, vous le refaites 2-3 jours plus tard, puis une semaine plus tard, que si vous enchaînez plein d'exercices, vous faites exercice, correction, exercice, correction, exercice, correction. Essayez de comprendre à fond ce que vous faites, de noter vos erreurs, de noter les méthodes, les techniques qui vous en permettent de vous en sortir, et vous apprendrez beaucoup mieux. Et c'est contre-intuitif parce que évidemment vous avez l'impression quand vous êtes au DS que plus vous avez vu d'exemples différents, plus vous allez vous en sortir en DS. Mais je vous promets que en prenant le soin de bien comprendre peu d'exercices, vous allez aller plus loin que en survolant rapidement beaucoup d'exercices. Et finalement, les sujets de concours, c'est un peu la même chose. Normalement, vous les voyez beaucoup en DS et en DM. Alors, les sujets de concours, c'est jamais évident. J'ai toujours beaucoup d'élèves qui me disent « Ok, on peut faire un sujet de concours sur ça, ça, ça. » Et c'est toujours ultra bien de faire des sujets. Le problème, c'est que très souvent, il vous faut attendre au moins les 3/4 de l'aspect avant de réussir à aborder n'importe quel sujet de concours. Donc, il faut bien les choisir. Normalement, c'est font vos profs en DM et en DS. Donc déjà en DM et en DS, vous avez une bonne base de sujets de concours ou de sujets qui ressemblent à des sujets de concours que vous pouvez faire. Pour mieux réviser, ce que je vous conseille, c'est plutôt de choisir des extraits de ces sujets de concours. Je pense que au moins jusqu'à la moitié de l'aspect, ce sera plus intéressant pour vous de faire des extraits focus sur un chapitre plutôt que de faire des longs sujets en entier. Pour bien faire un sujet, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie d'aborder un sujet de concours, que ce soit en DS et en DM d'ailleurs. Première chose, il faut commencer à chercher tout seul, sans la correction, parce qu'il faut vous confronter vraiment à cette difficulté du sujet de concours. Deuxième point important, il faut prendre le temps de comprendre la correction. Là, c'est la même chose que pour les exercices plus complexes et que pour le reste. Juste chercher, ça sert à rien. Il faut chercher, comprendre, s'améliorer. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est mon point numéro 3 ici, il faut absolument le refaire quelques jours plus tard. Parce que comme on l'a vu ensemble, la répétition, c'est important et c'est important pour tout. Et ensuite, il faut aussi regarder les rapports de jury. Les rapports de jury, c'est une source d'information très précieuse parce que vous y voyez les erreurs fréquentes, vous pouvez voir où est-ce que les gens sont restés bloqués ou au contraire quels sont les endroits qui ont été traités de manière facile, quelles sont les questions qui semblaient faciles mais en fait tout le monde a fait des erreurs, etc. C'est super important de prendre ça en compte parce que si vous faites un sujet de concours et que vous ne regardez pas les rapports de jury, vous passez à côté d'une grande partie de l'information. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça. Vous voyez, ça prend énormément de temps. Du coup, avec toutes ces étapes-là. Mais je pense que, encore une fois, il vaut mieux en faire peu, mais les avoir bien compris et avoir bien compris ce que le jury attendait, plutôt que chercher beaucoup de choses, jamais être vraiment sûr qu'on a la bonne correction, etc. Je vous ai parlé de la méthode de travail qui est quand même assez dense, et donc maintenant la question c'est comment est-ce que vous allez faire pour mettre ça en place durant votre semaine. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de l'environnement de travail. C'est super important d'avoir un environnement de travail qui est agréable, qui vous permet vraiment de travailler efficacement. En fait, c'est la première chose, ça sert à rien de prévoir beaucoup de créneaux ou d'être très concentré. Si vous avez un bureau où vous pouvez pas travailler, c'est pas très utile. Donc pour moi, un environnement de travail qui est bien, c'est tout d'abord d'avoir un bureau qui est assez dégagé. C'est-à-dire, pas de cahiers partout. Alors évidemment, ça demande de faire un petit effort de rangement à la fin de chaque session de travail puisque vous allez avoir beaucoup de classeurs, mais je pense qu'on a tous un esprit qui est plus clair quand on est dans un environnement dégagé. Deuxième point super important, c'est d'éliminer toutes les distractions. Évidemment, on est tous addicts à votre téléphone, vous et moi, on passe beaucoup de temps à scroller sur Insta, TikTok ou que sais-je, mais quand vous travaillez, c'est pas le moment d'avoir tout ça. Donc ce que je fais personnellement, tout simplement, tout bêtement, c'est que j'éteins mon téléphone quand je travaille, je le mets dans un tiroir, et comme ça, je sais que je suis pas tentée de le vérifier. Parce que si vous posez juste à côté de vous, vous voyez une notification et vous êtes tenté de checker la notification, ou même si vous n'avez pas de notif, si vous ennuyez, que vous savez pas trop, vous avez vraiment le réflexe de le prendre, et c'est normal, on a tous ces réflexes. Donc essayez vraiment de mettre votre téléphone à l'écart, et je vous promets que vous verrez la différence. Dernier point, c'est d'avoir des ressources accessibles, de bien ranger tous vos cours. Vous allez voir, vous allez avoir des montagnes de cours de maths, de physique et autres, donc rangez-les bien dans des classeurs, étiquetez bien tous vos cours, rangez-les bien pour pouvoir accéder facilement à tel ou tel chapitre. Parce que si vous travaillez et que vous vous souvenez plus où vous avez mis vos notes de cours, vous vous souvenez plus où est la correction du TD, ça va pas vous aider à travailler dans de bonnes conditions. Donc faites en sorte de toujours bien ranger
votre matériel, vos livres, etc. Dernier point ultra important pour moi, c'est que ça fait du bien parfois de changer. Moi, j'aime beaucoup mon bureau, j'aime bien la manière dont je travaille habituellement, mais je me rends compte parfois que quand je passe une semaine à travailler à mon bureau, je suis plus aussi efficace qu'au début. Et très souvent, le fait d'aller travailler ailleurs, dans une bibliothèque ou chez des amis, ça me permet de me mettre dans un autre environnement et donc ça m'aide à avancer plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques, il y en a en général beaucoup et c'est des environnements qui sont très propices au travail parce que personne ne parle et tout le monde est concentré. N'hésitez pas à tester plusieurs choses, mais je pense qu'au bout d'un moment, changer un peu, ça fait du bien. Maintenant, comment organiser sa vie en prépa en général ? Donc là, je vous ai découpé en 4 points. Le premier point, c'est la routine quotidienne. Je pense que c'est important d'avoir un moment qui se répète, qui est toujours un peu le même chaque jour, qui vous permet d'avancer par petites touches sur des choses. Typiquement, dans ma routine quotidienne, j'avais mis de faire du calcul, comme je vous ai dit. Je pense que le calcul, c'est super important. Et donc, tous les jours, je faisais des petites équations, des petits points de calcul. Et j'avais aussi tout ce qui concerne les matières littéraires. Parce que oui, je vous ai pas parlé des matières littéraires dans cette méthode. Elles passent souvent un peu à la trappe. Et du coup, si vous vous dites que vous en faites 10-15 minutes par jour, je pense que sur le long terme, vous avez des chances de bien progresser sur les matières littéraires. Donc, personnellement, le soir, je lisais un article en anglais, je lisais mon cours de français, j'apprenais des citations de français, j'apprenais du vocabulaire en anglais, enfin peu importe, voilà, j'en faisais juste un peu, 10 minutes. En plus, avant de dormir, on n'a pas toujours envie de faire des maths. Donc je pense que c'est bien d'avoir ce petit moment pour progresser sur des sujets de fond sans spécialement penser aux deadlines du quotidien. Deuxième chose, c'est évidemment l'organisation hebdomadaire, c'est comment vous allez faire votre planning de la semaine. Donc ça doit être adapté à chaque semaine selon vos échéances, parce que vous allez avoir beaucoup d'échéances en prépa, que ce soit les DM, l'école ou les DS. Et il faut aussi que ça comporte des moments de révision réguliers. Ça, on verra ça juste après. Troisième point, les vacances scolaires. Vous avez des vacances scolaires, alors il faut évidemment se reposer. Je vous ai bien dit que le repos c'était important pendant les vacances. Mais il faut aussi profiter des vacances pour rattraper le retard que vous pouvez avoir sur certains chapitres, pour avancer un peu plus loin. Peut-être que c'est l'occasion de faire des sujets de concours, etc. ou d'avancer un peu plus loin. Et c'est aussi l'occasion de reprendre les petits bouts de chaque chapitre que vous avez un peu négligés, de reprendre vos DS, vos calls que vous avez ratés. Dernier point ultra important, c'est la planification de long terme. Donc ça, j'étais un peu vague. Pour moi, c'est à une échéance un peu plus longue. Ça va être 3, 4, 5, 6 mois par exemple. Et l'idée générale, c'est qu'il faut vous remettre en question. Si vos résultats sont pas à la hauteur, il faut faire des plans d'action, il faut se remettre un peu en question. Il faut pas faire la méthode de l'autruche en se disant « bon, j'ai une méthode, ça doit marcher, ça doit être comme ça ». De temps en temps, tous les 2-3 mois, posez-vous, réfléchissez à votre organisation, réfléchissez à vos objectifs, dans quelle matière est-ce que vous voulez progresser, qu'est-ce que vous attendez, comment faire pour progresser en maths par exemple, et ça c'est aussi ultra important. Donc maintenant, comment faire votre organisation hebdomadaire ? Donc là, je vous ai mis ce que je conseille comme temps de travail à peu près. Alors évidemment, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des matières aussi, vous allez peut-être avoir des facilités dans certaines matières, mais je trouve que c'est une bonne base de départ. Donc tout d'abord, je vous l'ai mis en bas, on commence par prendre des journées off. Quand vous faites votre planning de la semaine le dimanche soir, vous devez avoir une demi-journée off. Alors une demi-journée, c'est pas vraiment une demi-journée, c'est une après-midi ou une soirée ou une matinée avec une grasse mat. En général le week-end. Commencez par vraiment définir ça, c'est ultra important et je vous promets que sur le long terme, ça fait la différence, même si vous avez l'impression comme ça de perdre une demi-journée de travail. Ensuite, j'ai rangé en 2 catégories, la catégorie en bleu des échéances, donc ça c'est les choses, les deadlines de votre semaine, donc vous allez avoir évidemment les DS, les DM et l'école, donc ça pas trop de surprise. Et en rouge, j'ai mis le travail régulier. C'est pas parce que vous avez un DS de physique qu'il faut complètement laisser tomber toutes les autres matières, parce que c'est aussi un cercle vicieux. Si vous faites que de la physique une semaine et que vous faites rien la semaine d'après, quand vous allez avoir un DS de maths, ça va être d'autant plus difficile à rattraper. Donc essayez d'avoir à la fois des plages de révision pour les DS, pour les DM, et des plages de révision régulières que vous répétez chaque semaine, qui vont vous permettre justement d'arriver au DS avec assez de connaissances. Donc pour le DS, je conseille à peu près 6 à 8 heures de travail. En général, même si on n'a pas envie de s'organiser comme ça, on se retrouve à faire une grande partie de ce travail-là la veille, parce que de toute façon, on peut rien faire d'autre la veille. Si on a un DS de maths le samedi matin, on va pas faire de la physique, je pense, le vendredi soir. Donc essayez d'organiser dans la semaine. Le DM, donc en général vous avez un DM par semaine, parfois vous en avez un peu plus avec les matières littéraires. Ça, pour moi, ça demande à peu près 5 à 6 heures de travail, parfois plus si c'est un DM très compliqué ou si c'est pendant les vacances. En général, vous faites une grande partie le dimanche parce que c'est là où vous avez beaucoup de temps consécutif pour travailler sur le DM.
L'école. Alors l'école, ça demande une petite piqûre de rappel au moins. Normalement, ça demande pas énormément de travail si vous avez bien travaillé régulièrement votre cours. Donc pour moi, les 2 cols de la semaine, ça vous demande 1 à 3 heures de travail à peu près. Maintenant, pour les matières régulières, les 2 matières régulières les plus importantes que vous devez travailler, c'est les maths et la physique. Donc ça, je pense que c'est 5 à 6 heures de travail pour chacune des matières, pour faire les TD, pour apprendre le cours, etc. Et ensuite, selon vos filières, vous avez des matières importantes comme la chimie, la SI ou l'info. Ça, c'est à peu près pareil. C'est pour apprendre le cours, faire les TD, faire les exos, travailler un peu. Et enfin, on a toutes les matières annexes qui sont les matières littéraires, français, anglais et également le TIPE. Donc ça, voilà, moi je pense que c'est 2 à 3 heures de travail selon les semaines. Alors je pense pas que ce soit obligé de travailler le français ou l'anglais toutes les semaines. L'anglais, c'est bien d'en faire un peu régulièrement pour pas perdre le contact avec la langue, pour garder le vocabulaire actif. Le français, honnêtement, je pense pas. Ça peut être un bon objectif en tout cas d'en faire toutes les semaines. C'est pas spécialement réalisable. Je pense pas que beaucoup de gens qui se soient donné l'objectif de faire du français toutes les semaines aient réussi. À toi de voir si ça te convient ou pas. En tout cas, voilà, je pense que c'est une base qui est correcte. Et si tu veux un emploi du temps pour la prépa, j'ai préparé un template et tu as également accès au guide. Donc ça, c'est des slides que j'ai préparés qui sont axés sur un guide de 50 pages que j'ai écrit en prenant ces différents points, la vie en prépa, la méthode dans les matières scientifiques et la manière de s'organiser. C'est accessible gratuitement sur mon site, je mets le lien dans la description. Donc n'hésite pas à le télécharger, je pense que ça peut vraiment être ultra utile. Et également, tu auras accès au template avec le planning de la semaine que tu peux remplir à ta guise. Et ça peut être une bonne base pour toi pour réussir à t'organiser un peu. J'espère que ça t'a été utile de voir cette méthode complète et j'espère que ça va t'aider à progresser en prépa. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ta méthode de travail ou tes questions sur l'organisation durant la prépa.